C'est Nadia Battocletti, bienvenue sur les podcasts Athlètes mondiaux. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlètes mondiaux, le podcast 100% athlètes qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nadia Battocletti pour ma première interview en italien. Nadia a gagné 4 fois les championnats d'Europe de cross chez les jeunes. Ce n'est pas pour rien que les médias italiens l'appellent la reine du cross. Et elle est également arrivée 7e en finale du 5000 des Jeux de Tokyo à seulement 21 ans. Vous écoutez actuellement la version doublée en français, mais l'interview originale en italien est également disponible dans le feed du podcast. Bonne écoute. Salut Nadia, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Si je te dis Paris, tu me réponds quoi ? C'est l'objectif à long terme le plus important parce que, évidemment, en plus de me faire penser à la capitale de la France, ça me fait penser aux Jeux Olympiques. On parlera des Jeux tout à l'heure, je voulais d'abord qu'on parle de cross. Les journalistes italiens t'appellent la reine du cross et on sait pourquoi évidemment, parce que tu as gagné beaucoup de titres en cross au niveau européen. Qu'est-ce qui te plaît dans le cross ? Alors, je préfère le cross aux autres disciplines, que ce soit la piste ou la route, parce que c'est varié en fait. Chaque parcours est différent. Ça peut monter, descendre, il peut y avoir des virages, de la boue, de la neige. Et en même temps, mentalement, c'est plus simple de courir un cross parce que t'as pas de référence, alors que sur piste, tu sais qu'il y a un chrono tous les 100 mètres. Et donc c'est plus facile pendant un cross parce que t'as l'impression de juste courir aux sensations. Donc en fait, t'aimes courir dans la boue, sous la neige, sous la pluie. Oui, exactement. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais je préfère ça. T'as commencé quand le cross ? Parce qu'en France, la plupart des enfants font du cross à l'école, mais je sais pas si c'est aussi le cas en Italie. Oui, en Italie aussi, c'est pareil. Moi, j'ai commencé le cross avec l'école, à l'école primaire, quand j'avais autour de 7-8 ans, je dirais. Et tu vois le cross comme un tremplin pour le reste de ta carrière ou tu penses que tu feras toujours du cross ? Disons que, même si, évidemment, pour la télé, les journalistes, les sponsors, la fédération, le cross passe un peu au second plan par rapport aux épreuves sur piste, pour les athlètes qui font du demi-fond, et encore plus pour ceux qui font du fond, donc à partir du 5000. Le cross est fondamental pour développer une base de puissance, donc c'est sûr qu'on peut voir le cross comme un tremplin. Mais c'est quand même important d'en faire, même si la saison sur piste est évidemment l'objectif le plus important. Comment tu t'organises pour enchaîner la saison de cross et la saison en salle ? Parce qu'en fait, quand tu commences à faire des crosses, les autres sont encore en train de s'entraîner pour la saison en salle. Oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Jusqu'à cette année, je faisais qu'une ou 2 compétitions pendant la saison en salle. Ce que je fais en général, c'est que la première partie de l'hiver, donc d'octobre, novembre à décembre, mi-janvier, je m'entraîne exclusivement pour le cross. Donc je fais des sorties longues ou assez longues. Et aussi des séances sur des terrains de cross, justement. Je fais vraiment beaucoup de volume. Et après, pendant la deuxième partie de saison, je passe à la salle et là, les objectifs sont différents. Là, je m'entraîne à l'intérieur, sur une piste. Et je cours moins, mais plus vite. En décembre dernier, tu as gagné ton 4e titre européen chez les Espoirs. C'était en Italie, chez toi. Tu dirais que ce titre est encore plus spécial que les autres pour ça, justement, parce que c'était chez toi ? Ah oui, c'est sûr. Parce qu'avant, j'avais toujours gagné à l'étranger. Toutes les compétitions que j'avais faites, c'était toujours à l'étranger. Cette victoire-là, c'était chez moi, donc elle avait une saveur particulière. Et t'as pensé quoi du parcours ? J'ai vu qu'il y avait une partie dans un château. Oui, à l'intérieur d'un château, c'est ça. C'était la première fois, ça, non ? Oui, c'est sûr que ça fait bizarre d'entrer dans un château. C'était la première fois. Moi, le parcours, mon équipe avait réussi à le voir environ un mois avant, parce qu'ils avaient fait les compètes de présélection là-bas pendant que moi j'étais en Espagne. Et une semaine, 10 jours avant, ils avaient aussi fait un rassemblement au même endroit, mais j'avais pas pu y aller à cause de la fac. Donc j'ai découvert le parcours au dernier moment, comme les équipes des autres pays. C'était la surprise. Je suppose que tout le monde n'a pas les mêmes difficultés sur un parcours de cross. Tu dirais que tes points forts à toi, c'est quoi ?
Oui, mes points forts à moi, c'est clairement les montées et les descentes, donc les parties les plus techniques. quelli in discesa, diciamo i tratti più tecnici. Io mi sono sempre divertita J'ai toujours aimé quando ça, faccio a ça m'arrive volte d'en faire à l'entraînement l'allenamento et mi c'est toujours des diverto. séances que j'aime faire. Diciamo che noto spesso e volentieri la Et differenza c'est lì. souvent là que je vois la E différence en oltretutto compète. noto come man mano che si aumenta il ritmo, À mesure que le piano rythme piano il s'accélère, gruppetto si le allunga. peloton s'étire de plus E en quindi plus, l'unico et je quello più pense qu'à ce tutti i tratti moment-là, la différence tecnici, se fait sur credo che toutes les quello parties faccia techniques. la differenza. Et tu t'entraînes spécifiquement pour ça? Sì, Oui, diciamo en hiver, oui. l'inverno sì, Mon principal l'obiettivo objectif principale l'hiver, c'est dell'inverno toujours les sono sempre i championnats d'Europe de campionati europei di cross. cross. Il y a quelques années, je Mi m'entraînais sur des parcours de alleno golf assez anni fa, vallonnés, mi et allenavo en all'interno fait, dei d'une campi da certaine golf façon, mon e corps se quindi souvient per du quello rythme de ces che séances mi è avec come du dénivelé. rimasto impresso il ritmo delle Et c'est collinette aussi e pour tutto, è ça per quello que che mi c'est viene plus anche facile più pour moi. semplice. Mais Adesso maintenant que j'habite invece en che abito ville, in je città, m'entraîne mi soit le alleno long de o rivières, lungo i fiumi, sur gli les argini berges, dei fiumi soit sur o des in pistes ciclabile. cyclables. Ok, ouais, je suppose que ça aide de pouvoir s'entraîner dans des conditions similaires, disons. Sì, diciamo Oui, ça permet che de ti s'habituer abitui, oltre al fatto et aussi che d'apprendre à riesci a changer de cambiare rythme. anche Comme il ça, on ritmo, sait ti riesci s'adapter ad ensuite à adattare n'importe quel poi a type de terrain. qualsiasi tipo di terreno. Aux Europes de cross, justement en Italie, dans le Piémont, t'as fêté ta victoire avant la ligne d'arrivée. Je pense que je t'avais jamais vu faire ça avant. Tu l'as fait parce que tu te sentais invincible cette fois-là, parce que t'étais chez toi. Pourquoi tu l'as fait? Allora, esatto, io Oui, c'est vrai que non l'ho j'avais mai jamais fait ça avant, fatto e et je credo pense que je le referai che pas. sarà l'unica J'espère en tout volta, cas. speriamo. Diciamo che En la fait, mia j'avais eu une estate, la mia saison stagione in pista estivale, è une saison stata sur molto piste, dura super e difficile et tosta compliquée, perché a parce maggio que mi je me sono suis blessée en mai infortunata et j'ai pas réussi à me e remettre à quindi non temps sono pour les riuscita a championnats du recuperare monde in à tempo per i Eugene. campionati del mondo a Eugene. E il mese dopo, o un paio di Et settimane le mois dopo, c'erano i suivant, campionati disons europei quelques semaines plus e tard, il y avait la les settimana championnats prima ho d'Europe preso la et la semaine mononucleosi avant les championnats, j'ai e attrapé la quindi diciamo mononucléose. che da lì è Donc à stato partir de tutto un là, salto ça a in été vraiment salita difficile. e si spera si sia Heureusement, ça concluso s'est terminé quelques jours un avant les paio di championnats giorni d'Europe de prima dei cross, campionati mais europei. oui, c'était pas facile. A settembre ho avuto tonsilliti, placche, cose proprio En pesanti. septembre, j'ai eu une Ho angine blanche, avuto c'était vraiment febbre, pas ho marrant. avuto anche una J'ai reazione eu de la allergica a fièvre, un j'ai aussi fait une réaction antibiotico e allergique à quindi un mi sono gonfiate antibiotique tutte, et j'ai avevo gonflé de chiazze per partout. tutto il J'avais des corpo taches sur tout le e che corps. sono rimaste Ça a per più di duré un plus mese d'un e mois et mezzo. demi. E Et poi après, j'ai eu sono des infections arrivate des le voies urinaires, donc infezioni aux reins, à l'urètre alle et à la vie vessie. urinarie, quindi gli reni, Je m'en suis uretra remise, je e pense, vescica, une semaine avant les e championnats si d'Europe de sono cross. concluse una settimana prima, mi sembra, C'était dei vraiment campionati super europei. difficile et E compliqué de quindi continuer à courir riuscire avec tous ces problèmes de a santé. stare male C'était e surtout allo stesso difficile tempo mentalement. correre è stato molto tosto e duro, soprattutto mentalmente. Les compétitions que j'ai faites en Espagne Diciamo m'ont che per beaucoup l'appunto mi aidé, hanno ça m'a aiutato permis de molto le gare in reprendre un peu le Spagna dove dessus sono moralement. riuscita C'est un pour po' a ça que j'ai crié à riprendermi Turin quand je me moralmente, suis ecco. retrouvée devant, E à une diciamo bonne che nel distance momento des in cui mi suivantes. sono ritrovata davanti con il giusto C'était distacco plutôt è un stata cri de come délivrance quasi en fait. un urlo di liberazione, ecco. Ok, je comprends. C'était ton 4e titre. T'as appris quoi depuis le premier en 2018 à Tilburg? Sì, allora diciamo Oui, che c'était le rispetto al 4e. primo Par rapport o au a premier, ou partire dal plutôt primo ho depuis le premier imparato titre, j'ai che appris que ça nonostante sert à sulla rien de faire des carta pronostics. non vieni considerato, Ce qui compte, c'est l'importante è d'être che sûr tu de ce sia que tu as sicuro di fait, quello che hai de tout le travail fatto, di quanto hai accompli, de tout lavorato ce que tu e as fait di pour en arriver là, de tous les cosa hai fatto sacrifices. per arrivare fino a lì, quindi tutti i sacrifici e Les che quello projections che c'è se scritto sulla réalisent pas carta non toujours dans les sempre faits, avviene donc nella il realtà faut e toujours y quindi croire et crederci surtout toujours sempre e croire en soprattutto soi. credere sempre in se stessi. Et ça te dirait de faire le cross mixte? Ma diciamo che sì, mi C'est vrai que ça a ispira l'air sympa comme épreuve, mais le truc come c'est cosa, come que gara, je sais soltanto pas. che non so, mi piace più Je préfère prendre le départ et après faire toute la partire, course. vivere la gara in tutte le Parce sue que sfaccettature. vu que je fais du Poi long ovviamente io normalement, che sono una et si je ragazza fais da un lunghe cross et que ça distanze, dure quando qu'1 si trova in kilomètre un et cross a demi, fare j'ai 1 chilometro e l'impression que je mezzo suis à peine dice tutto partie qua è già et que c'est déjà finita, fini. quindi Alors, tu viens d'une famille de sportifs. sì. Oui, Tu peux nous parler de tes parents peut-être? Je pense que ton père faisait du demi-fond. Sì, allora oui. papà è Papa stato était un athlète dans les années mezzofondista negli anni 90-2000. 90-2000 e Il faisait faceva du dai fond, du 5.000 alla 5000 au maratona marathon. e è arrivato terzo ai Il est campionati arrivé del mondo 3e a au mondiaux juniors de Lisbona e ha Lisbonne et il a ottenuto gagné les una Europes de medaglia cross d'oro par ai équipe. campionati europei di cross a squadre. Papà Lui, c'était plutôt du fond. rappresenta più il lato, diciamo, mezzo fondo Ma mère aussi a fait de allungato. l'athlé, Anche elle est mamma faceva d'origine atletica, marocaine, mia mon père est mamma è di italien. origine marocchina, mentre mio papà è italiano.
Ma mère faisait plutôt du demi-fond, donc du 800 et du 1500, mais ils faisaient tous les deux du cross. Ok, et c'est ton père qui t'entraîne maintenant? Oui. Depuis toujours? Oui, depuis que je suis gamine. Disons que j'ai commencé à m'entraîner sérieusement quand j'étais minime, donc vers 14-15 ans. Avant, c'était juste pour le plaisir, pour m'amuser. C'était pas vraiment de l'entraînement, c'était plutôt des jeux, on jouait à cache-cache, ce genre de choses. Quand t'as commencé, qu'est-ce qui te plaisait dans l'athlé? En fait, quand j'ai commencé l'athlé gamine, je voyais vraiment ça comme un jeu. Et chez nous, dans ma vallée, le Val di Non, c'est une sous-région d'Italie, il y avait ce circuit de plusieurs compétitions. Et chaque compétition apportait un certain nombre de points en fonction de la place. Et là-bas, il y avait tous mes amis de l'école, d'en dehors de l'école, des autres sports. Donc en fait, la compétition passait presque au second plan pour moi. J'y allais pour la compétition, mais surtout pour pouvoir jouer après. Et c'est surtout ça qui m'a fait aimer l'athlé. Je suppose que tout le monde te pose la question, mais c'est comment de se faire coacher par son père? Pour moi maintenant, c'est normal de voir mon père pas seulement comme mon père, mais aussi comme mon entraîneur. Quand on doit aller travailler, parce qu'en soi c'est un travail de courir, on est super sérieux et professionnel, même si évidemment il y a aussi des moments où on rigole et tout ça. Ce qui me plaît, c'est que mon père a une approche très intelligente. Par exemple, il adapte l'entraînement s'il voit que je suis un peu fatiguée ou si j'ai de mauvaises sensations ou au contraire de bonnes sensations. Je lui en parle et il adapte la séance en fonction. J'aime beaucoup cette façon de fonctionner. Il écrit toujours le programme d'entraînement du mois, mais il l'adapte souvent en fonction de mes sensations. Donc je dirais même que ça aide d'être entraîné par mon père parce qu'il me connaît. Il y a d'autres athlètes dans le groupe? Non, mon père entraîne que moi et moi je m'entraîne qu'avec mon père. Ok. Et tu t'entraînes où en général? Je m'entraîne principalement dans la ville de Trente et parfois près de chez moi. Je m'entraîne surtout sur des terrains souples, par exemple dans des forêts, à Longà Adige, donc sur herbe, sur terre, ce type de terrain et aussi sur pistes cyclables parfois. Tu fais aussi des études, non? Oui, je suis en 4e année de master en un seul cycle d'ingénierie du bâtiment et d'architecture. C'est un diplôme en 5 ans et je suis en 4e année. Comment tu t'organises pour concilier sport et études? À la fac, j'ai pas mal d'heures de présence obligatoire et j'ai pas mal de cours. Donc de 8h30 à parfois 19h30, sans pause. En général, je me lève tôt le matin, je sors courir, je fais tout mon entraînement sauf par exemple les séances sur piste. Ça, je le fais que le soir ou en hiver le midi. Ensuite, je vais à l'université. Quand je sors de l'université, si je dois doubler ou si j'ai déplacé ma séance le soir, je vais m'entraîner. Et le soir, j'étudie. Ça te plaît de pouvoir continuer tes études ou ça t'arrive de te dire que ta vie serait plus facile si t'avais avec le sport? Disons que la fac que j'ai choisie me facilite pas les choses parce que j'ai toujours plein de trucs à faire. Et d'un autre côté, par contre, c'est vrai que le fait d'avoir plein de trucs à faire, ça me permet de pas penser qu'à l'athlé toute la journée. Avoir autre chose en tête, ça peut aussi aider à couper un peu, à pas toujours penser à l'entraînement. Donc ça peut être bénéfique au final. Donc on va parler des Jeux de Tokyo. Tu y as participé sur 5000. C'était la surprise d'être à Tokyo? Oui, je me souviens qu'en mars, je comptais les places dans les rankings pour comprendre quelle compète je devais faire et de combien de points j'avais besoin pour aller à Tokyo. Et au final, j'ai réussi avec l'entraînement et les compètes à faire les minima à Nice. Et j'étais trop contente parce que c'était un rêve de faire les Jeux et là ça devenait réalité. J'allais y aller, c'était vraiment incroyable. À Nice, il y avait la Wave Light. Oui. Ça t'a aidé? Oui, beaucoup. Parce qu'il suffit de se mettre à côté de cette lumière et de suivre. C'est comme suivre un train en fait. Mentalement, c'est beaucoup plus facile. Il suffit de rester là, d'être constante. C'est beaucoup moins fatigant.
Donc c'est sûr que ça a beaucoup joué. Et quand tu arrives à passer devant la wave light, t'as l'impression que t'es en train de battre un adversaire à côté de toi. Donc ça t'a pas perturbé, c'était seulement un avantage. Oui, complètement. Ok. À la base, tu visais Paris et pas Tokyo, c'est ça? En fait, j'ai rêvé d'aller à Tokyo, mais mon objectif était plutôt Paris. Tu peux me parler de ton expérience à Tokyo, au village olympique, au stade? Oui, alors, avant d'arriver au village olympique, on est resté une petite semaine dans un centre universitaire à 2 heures de Tokyo, où on s'est entraîné avec l'équipe nationale. Déjà là-bas, on sentait un peu l'ambiance olympique parce que d'habitude, il n'y a que l'équipe d'athlètes. Et là, avec nous, il y avait aussi des cyclistes, des nageurs, des équipes d'arts martiaux. C'était vraiment sympa. Quand t'entres dans le village olympique, t'y crois pas. Les jeux, je les avais toujours vus à la télé parce que oui, bien sûr, c'était à Londres ou à Rio. C'était pas la porte à côté. Et quand tu regardes les jeux à la télé, tu vois des athlètes au départ d'une course, mais tu sais pas ce qui se passe dans les coulisses. Donc c'était génial de pouvoir voir les coulisses, d'y être. On partageait notre bâtiment avec l'Argentine et il y avait tous les sports. Les gens arrivaient et partaient en fonction des dates de leurs épreuves. Quoi d'autre? On allait tous dans cet espace énorme sur 2 niveaux où on prenait les repas. Il y avait de la nourriture du monde entier, de l'Amérique à l'Asie en passant par l'Europe. Ils cuisinaient aussi la viande pour respecter la religion de chacun. Ils avaient vraiment pensé à tout, c'était impressionnant. Et là-bas, tu pouvais aussi bien manger avec l'athlète avec qui tu partageais ta chambre qu'à côté d'un champion olympique de basket ou de hockey, de plein de sports. C'était vraiment une expérience. C'était presque intimidant en fait parce qu'on a tellement l'habitude de voir ces stars à la télé ou de les suivre sur les réseaux sociaux qu'on ne sait pas comment se comporter quand on se retrouve à manger avec elles. C'était vraiment super. C'était une expérience incroyable à tout point de vue. Et en plus, dans le village olympique, il y avait des chemins où on pouvait s'entraîner, il y avait aussi quelques pistes. Et puis après, le plus impressionnant, c'est quand on arrive dans le stade olympique. Le problème, ce qui était dommage, disons, c'est que le stade était vide et je me souviens même que quand les membres de l'équipe, les entraîneurs venaient pour nous encourager, ils n'avaient même pas le droit de crier trop fort parce que ça s'entendait. Et même si 2 personnes discutaient calmement, on entendait leur conversation sur la piste. On était dans ce stade énorme avec toutes ces lumières, la musique, la tension. C'était vraiment... Quand tu arrives sur la piste, tu te dis « Waouh, c'est pour de vrai !» Je suis vraiment au jeu. On ne peut pas se préparer à ce qu'on va ressentir à ce moment-là. T'étais dans la 2e série? Oui, je courais dans la 2e. En fait, j'arrivais avec le temps de 14,58 et je me souviens que pour passer en finale, il fallait faire 14,51, 53, 54, je me souviens plus exactement. Tous les directeurs techniques de l'équipe d'Italie et d'athlètes étaient là. Et au moment où je suis arrivée sur la piste, parce qu'avec la chambre d'appel, on n'avait pas réussi à voir les derniers kilomètres pour savoir quel temps il fallait faire pour passer en finale. Donc, quand je suis arrivée sur la piste, ils m'ont dit que pour passer, je devais absolument faire moins de 14,50, 54, 55, un truc du genre. Et là, je suis devenue toute blanche. J'ai dit « Quoi ?» Je devais soit arriver dans les 5 premières, soit me qualifier au temps. Et donc, à ce moment-là, j'ai éteint le cerveau en fait. J'ai essayé de me calmer comme je pouvais et de me concentrer sur ma course. Et après, quand je me suis retrouvée à la bagarre au dernier kilomètre, surtout pendant le dernier tour, j'ai halluciné d'être là, de me rendre compte du niveau que j'avais atteint en athlète. J'étais là, au contact d'athlètes de niveau mondial, c'était génial. Et à partir de là, j'ai juste suivi mon instinct. Ce qui est incroyable, c'est que tu étais super jeune. Bon, tu l'es toujours, mais comment t'as vécu les choses? Parce que c'était ta première fois dans un stade olympique, t'arrives et on te dit que tu dois faire un truc que t'as jamais fait avant, et tu le fais.
Tu t'étais préparée pour tout ça? Non. Je me souviens que quand je faisais ma valise pour Tokyo, quand j'étais encore ici en Italie, je pensais au nombre de doses de sels minéraux et de caféine que je devais emmener en fonction de mes épreuves. Et si j'ai qu'une épreuve, j'amène une dose, si j'ai 2 épreuves, j'amène le double. Et je me souviens que je me disais, mais non, j'en ai besoin que pour une course, jamais je serai en finale. Mais au final, j'ai décidé de prendre les doses pour 2 courses en me disant qu'au pire, je ramènerais chez moi ce qui m'avait pas servi. Je me souviens que j'y ai repensé au moment de me préparer pour la finale à Tokyo et ça m'a fait rire. Donc non, je pensais juste aller à Tokyo, profiter de l'expérience, faire ma course, mais jamais j'aurais pensé faire ce que j'ai fait, surtout que j'avais vu les temps de passage pendant ma course et ça me semblait lent. Je pense qu'on est passé en 9-12 aux 3000, donc on était encore toutes là à la bagarre au dernier kilomètre. Donc non, je m'attendais pas du tout à passer en finale. Je l'espérais, mais quand je suis arrivée sur la piste, j'avais pas... j'étais ambitieuse, ça oui, mais j'avais pas la pression de devoir absolument passer en finale. Mais c'est peut-être mieux comme ça en fait, non? Oui, c'est vrai, c'est probablement mieux comme ça. Donc tu t'es qualifiée pour la finale, et en finale, t'as réussi à améliorer encore une fois ton record personnel. T'étais pas fatiguée ou c'est le fait d'être au jeu qui t'a donné des ailes? Alors en série, j'ai couru le dernier 1000 en 2,41. Quand j'ai vu les temps de passage, j'y ai pas cru. Je croyais pas que j'avais fait ce temps-là. Même ça m'a fait halluciner. Et les 2 jours suivants, je me souviens que j'allais tout le temps voir le kiné parce que j'avais super mal aux jambes, j'avais mal, même juste pour m'asseoir. Ça m'était jamais arrivé, mais c'est aussi parce que j'avais jamais enchaîné 2 courses comme ça, avec aussi peu de temps entre les 2. Donc ça aussi, c'était une première. Ça a commencé à aller mieux le matin de la finale, mais c'est sûr que j'ai un peu senti la fatigue les 2 derniers tours. J'ai quelques regrets pour la finale parce que je me suis fait passer le dernier kilomètre. J'étais au niveau de filles qui normalement ont 30 secondes, 40 secondes d'avance sur moi, et j'ai préféré pas aller trop vite que prendre le risque d'exploser. Donc ça, c'est peut-être un regret, mais disons que j'ai tiré la leçon de cette erreur et je la referai pas. Donc j'avais réussi à récupérer juste à temps pour la finale, mais pour les prochaines fois, je ferai en sorte de me préparer comme il faut à l'entraînement pour que l'enchaînement soit plus facile si j'ai au moins 2 courses à faire, parce que c'est évidemment l'objectif. Donc t'es arrivée 7e en finale? Oui, c'est ça, 7e. Maintenant que tu as déjà participé à une finale olympique, est-ce que tu penses que ça va t'aider pour Paris? Parce qu'on entend parfois des athlètes dire que la première fois qu'ils ont fait les Jeux, la première fois qu'ils étaient dans un stade olympique, ça les a un peu déstabilisés. Certains disent parfois que dans le village olympique, ils ont passé beaucoup de temps à la cafette ou à essayer de voir les athlètes des autres sports, les grandes stars. Parfois, ils disent que la deuxième fois, c'était plus facile parce qu'ils avaient déjà l'expérience de la première. T'en penses quoi? C'est sûr que le fait d'avoir déjà été en finale des Jeux et même juste d'avoir fait les Jeux, ça peut aider pour la deuxième fois. Ce qui m'a beaucoup aidé pour mes premiers Jeux, c'est de croire en moi. J'étais sûre que j'avais fait le maximum à l'entraînement, que j'avais fait tout ce qu'il fallait. Et quand tu arrives avec cet état d'esprit, ça aide pour la confiance. Tu connais tes limites, tu sais ce qu'il ne faut pas faire, les limites à pas dépasser, et tu dois juste faire les choses intelligemment et te souvenir de tous les sacrifices que tu as fait pour en arriver là. Donc c'est sûr que cette expérience de Tokyo m'aidera pour la suite. J'espère que ça fera la différence pour les Jeux de Paris. C'est le 5000 que tu veux faire à Paris? Alors, j'aime vraiment le 5000 parce que c'est une distance qui me permet d'exprimer à la fois ma résistance et ma vitesse. Donc mon principal objectif, c'est clairement le 5000. Mais d'un autre côté, j'ai toujours aimé le 1500, même si c'est une distance que j'ai jamais courue sérieusement. Je fais juste quelques compètes de temps en temps. Donc on verra comment ça se passe cette saison. L'idéal, ce serait de pouvoir faire rapidement les minima pour Paris et pour les mondiaux de cette année fin août, pour pouvoir ensuite courir d'autres distances, par exemple le 3000 à la place du 5000 et aussi le 1500.
Et à partir de quand tu t'entraîneras spécifiquement pour les Jeux? Alors, ça commencera certainement... En fait, tous mes entraînements ont déjà pour but de me préparer pour Paris. En Italie, on dit que chaque athlète a un certain moteur et on développe ce moteur avec toutes les séances d'entraînement qu'on fait. Donc déjà maintenant, on pense à Paris quand on sélectionne les compétitions auxquelles je participe, pour pas trop se fatiguer, pour éviter de faire des compètes un peu partout dans le monde, pour après finir la saison sur les rotules. Cette année, la saison est vraiment super longue. Ça a commencé mi-janvier et ça finira fin août, début septembre. Donc c'est vraiment super long, en tout cas pour moi. Donc il faut tenir compte de... Surtout que cette année, il y aura aussi les mondiaux de course sur route et que là-bas, il y aura le 5 km. Donc je dois vraiment bien réfléchir à comment je vais organiser ma saison pour me préparer comme il faut pour Paris. Ça te plairait un jour de pouvoir faire un cross au jeu? Oui, c'est vraiment une super discipline et je pense qu'elle aurait sa place au jeu parce que sur piste, il y a le 800, le 1500, le 3000, le 3000 steeple, le 5000 et le 10 000. Il y a vraiment beaucoup d'épreuves alors que le cross réunit dans la même course des athlètes qui normalement font du marathon et d'autres qui font du 800. Ça rassemble toutes les disciplines du demi-fond et du fond, donc ça serait beau de voir une épreuve de cross au jeu. Et je sais pas si ça serait la même chose en été en fait. Oui, l'été c'est un peu compliqué parce qu'il y a déjà beaucoup d'épreuves en athlée au jeu. J'ai entendu qu'ils y pensaient pour les Jeux d'hiver. On verra. En tout cas, j'aimerais bien que ça se fasse. Est-ce que tes problèmes de santé l'année dernière t'ont encore plus donné envie de courir? Ou est-ce qu'ils t'ont peut-être fait apprécier ta santé encore plus? Oui, après tous les problèmes de santé que j'ai eus, j'apprécie beaucoup plus ma santé maintenant, même les petites choses. Et je me suis rendu compte que je perdais vraiment beaucoup de temps pour des bêtises. J'étais parfois un peu parano, c'est peut-être un grand mot, mais bon, pour des bêtises. Je me prenais la tête pour plein de trucs pas importants, alors que, comme je le dis toujours, les seules choses qui comptent vraiment, c'est la santé et la famille, parce que sans ça, on va nulle part. C'est sûr que j'ai eu envie de me racheter, et j'ai réussi à le faire aux Europes de cross, et aussi déjà avant en Espagne. Donc maintenant, je fais beaucoup plus attention à ma santé. Et si je sens une gêne quelque part, je fais tout de suite ce qu'il faut. J'attends pas. Ok. Tu penses que tu passeras sur marathon un jour? Oui, c'est sûr qu'à la fin de ma carrière, je passerai sur route et sur marathon. J'aime toujours faire du plus long, courir 20 km, 1h20 ou 1h30. Aussi parce que je le fais toujours avec mon père et qu'on peut parler, discuter, donc ça passe super vite. En tout cas, ça me fait pas peur de faire beaucoup de bornes. Donc oui, je sais que je ferai du marathon à la fin de ma carrière. Est-ce que ça t'arrive de te surprendre à l'entraînement, de faire des trucs dont tu ne te pensais pas capable? Oui, ça m'arrive souvent, mais pas trop depuis quelque temps. En fait, après la saison des Jeux, j'ai réussi à me redécouvrir parce que, ou en tout cas, à faire tomber les barrières que j'avais et qui étaient uniquement dans ma tête. Je me souviens d'un entraînement que j'avais fait fin mai, je pense, 2021, donc avant les Jeux et avant de faire les minima, où j'avais réussi à courir, je pense que c'était un 2000 en 6 minutes 10, et pour moi c'était vraiment un truc de fou. Et j'avais aussi fait plusieurs fois 1 km en 2,55, 2,56. Je faisais vraiment ces temps-là, mais j'y croyais pas en regardant le chrono. Je me disais, ah non, c'est pas possible, il y a un problème avec le chrono, il s'est déclenché après. Donc oui, ça m'arrive souvent de me surprendre à l'entraînement. Ça peut aider en compétition? Oui, d'ailleurs, je pense que c'est surtout ça qui m'a aidé à y croire, à me dire que je pouvais le faire et à atteindre mes objectifs. Comment tu te prépares mentalement? Est-ce que tu te fais aider par un pro ou est-ce que tu te débrouilles toute seule? Alors, je fais beaucoup toute seule, en parlant avec papa, je comprends. Je suis une personne très réaliste, donc en fonction de ce que je fais à l'entraînement, je sais ce que ça peut valoir en compétition. Mais récemment, je me suis aussi fait aider par une préparatrice mentale
Parce qu'après toutes les péripéties que j'ai connues, j'avais besoin que quelqu'un m'aide à aller chercher en moi les ressources dont j'avais besoin. Donc je me fais suivre par une préparatrice mentale. On se voit régulièrement, toutes les quelques semaines pour discuter, parler et fixer les objectifs. Ok. Je t'ai entendu dire qu'Hicham El Guerrouj était ton idole. Pourquoi lui ? Bon, j'ai une petite idée, mais pourquoi ? Oui. Alors, Hicham El Guerrouj était et l'un des athlètes majeurs de ces dernières décennies en athlète. C'est vraiment une de mes idoles parce que déjà j'ai des origines marocaines, donc ça compte bien sûr. Mais aussi pour sa façon de se comporter en compétition, pour son esprit sportif, mais aussi pour son refus de lâcher. Quand il est tombé au jeu et s'est relevé, et après il a pris sa revanche au jeu suivant, en plus en faisant le doublé alors que même lui n'y croyait pas. À l'arrivée, il faisait quoi ? Deux ? C'est une attitude qui me plaît beaucoup. J'apprécie beaucoup tous les athlètes qui se respectent eux-mêmes et qui respectent aussi leurs adversaires. C'est aussi pour ça que j'exulte jamais avant l'arrivée. Ce qui s'est passé à Turin, c'était plus un cri de délivrance. J'ai aussi vu que tu avais un fan club qui te suivait en compétition. Oui. En fait, j'ai beaucoup de sponsors qui me soutiennent dans ma région et mes fans réussissent à venir me voir. Ils viennent toujours au cross de Campaccio et de Cinque Mulini. Et ils sont aussi venus à Munich et à Turin l'année dernière, donc ils me soutiennent à la fois à la maison et en compète avec moi. J'ai une dernière question, celle que je pose à tout le monde. Le podcast s'appelle Athlètes mondiaux parce que ce que j'aime le plus dans l'athlète, c'est son côté universel. Qu'est-ce que toi t'aimes le plus dans l'athlète ? Alors, ce que j'aime le plus dans l'athlète, c'est de réussir à toujours s'améliorer, non seulement comme athlète, mais aussi comme personne. Quand on rencontre des athlètes, on se rend compte qu'ils ont une mentalité différente, que c'est des personnes très concrètes et directes. En même temps, c'est très souvent des personnes super organisées et méthodiques qui planifient leur journée, qui ont des routines, des rituels. Donc ce qui me plaît vraiment dans l'athlète, c'est que c'est un sport complet. Ça t'aide à progresser physiquement, bien sûr, mais aussi mentalement. Tu veux ajouter quelque chose ? Non, juste salut tout le monde. Merci Nadia. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Encore un grand merci à Nadia d'avoir accepté de répondre à mes questions et merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, allez voir le feed du podcast, d'autres épisodes pourraient vous plaire, notamment ceux avec Laura Muir et Johan Koval. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et parler du podcast autour de vous. Vous pouvez également faire une petite contribution via le lien Tipeee disponible dans les notes. Les traductions prennent du temps et toute contribution sera la bienvenue. Merci et à la semaine prochaine.